Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cœur Noir, second volet pour votre magazine, pour vous passionnés de mystère, d'enquête et d'histoire. Ce soir, encore 26 minutes intenses, intrigantes et captivantes. Bref, vous l'aurez compris, un programme bien chargé. Nous allons plonger pour notre enquête criminelle en plein cœur du Moyen-Âge. Une histoire palpitante où nous explorerons les arcanes d'un crime mystérieux ayant défrayé la chronique en son temps. Entre cannibalisme, disparition et cinéma d'horreur, vous serez transporté dans une époque où résoudre une enquête relevait autant de l'art que de l'intuition. Également au programme, un jeu inédit en compagnie de nos invités qui mettra à l'épreuve leur culture médiévale et leur sens de la déduction. Et pour conclure, 2 performances musicales. Vous les avez adorées la semaine dernière. Ils sont de retour ce soir. Vous pourrez de nouveau profiter des notes jazzy de Kevin Doublé et Rémi Herveau. Ouvrez l'œil, tendez l'oreille et laissez-vous captiver par l'univers de Cœur Noir. C'est parti. Ce soir, comme je vous le disais tout à l'heure dans Cœur Noir, pour ce second volet, direction le Moyen-Âge. Oui, là, nous allons faire un énorme bond dans le temps avec l'affaire Cabar et Miquelon, une affaire qui date de 1413 et vous connaissez bien mieux que ce que vous imaginez. Pour parler de cette enquête, 2 invités ce soir. D'abord, Brice Rabot. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Julie. Vous êtes historien médiéviste et professeur à l'Université de Nantes. Bienvenue dans Cœur Noir. Merci. Et à vos côtés, il y a Clément Cadario. Bonsoir, Clément. Bonsoir. Vous êtes cinéphile et vous nous apporterez votre regard, un regard éclairé sur justement l'histoire au cinéma et le cinéma de l'histoire aussi. En tout cas, c'est votre regard 7e art qui nous intéresse ce soir. Exactement. Bienvenue à tous les deux. Et juste avant de vous poser quelques questions, eh bien, partons en plein Paris médiéval, en plein cœur de l'île de la Cité. Reportage sur l'une des pires affaires criminelles de l'histoire de notre capitale. Chers amis téléspectateurs, si je peux vous donner un petit conseil d'amis, évitez de grignoter pendant ce reportage. En 1410, les petits pâtés d'un maître pâtissier à Paris, dans l'île de la Cité, comptaient parmi les plus réputés de la capitale. Délicats et savoureux, ils étaient pourtant le fruit d'une recette des plus singulières. En effet, à cette époque, la guerre fait rage, la famine se fait ressentir et la violence fait partie depuis bien trop longtemps du quotidien des Français. Pierre Miquelon, un pâtissier de l'île de la Cité, gagne en popularité au fur et à mesure que ses pâtés en croûte gagnent en réputation. On raconte même que Charles VI lui-même en était friand. Mais alors, quel était son secret? Où est-ce que Pierre Miquelon allait-il chercher tous ces ingrédients? Eh bien, chez son voisin, Barnabé Cabar, un barbier. D'un commun accord et partageant une cave commune, les deux décidèrent de s'associer afin de gagner leur vie coûte que coûte. Après quelques disparitions inquiétantes dans les environs de la cathédrale Notre-Dame, les autorités ne mirent pas longtemps à découvrir qui étaient les responsables. Barnabé, le barbier, et Pierre, le pâtissier, s'étaient associés pour vendre des pâtés faits à base de la chair des victimes du rasoir de Barnabé Cabar. Après leurs aveux, ils furent brûlés vifs et leurs maisons furent rasées. Aujourd'hui, un centre de police à vélo a remplacé la maison de l'horreur, mais une pierre ancienne y subsiste et pourrait bien être là, l'un des derniers vestiges de cette horrible histoire. Entre mythes et légendes, cette histoire traversa les siècles pour aujourd'hui encore faire l'objet de récits, de livres ou de super reportages comme celui-là. Mais c'est surtout Hugh Wheeler qui remettra cette histoire au goût du jour dans son livre Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, avant d'être lui-même adapté au cinéma par Tim Burton en 2007, avec comme duo meurtrier l'effroyable Johnny Depp et la terrifiante Helena Bonham Carter. Une histoire de barbier égorgeur et de pâtissier tueur, on dirait une histoire tout droit sortie d'un conte de Charles Perrault. Mais non, pas vraiment, c'est la réalité. Brice, vous êtes donc historien médiéviste. Ma première question est pour vous. Avec des affaires aussi anciennes et aussi peu sourcées, comment démêle-t-on le vrai du faux en histoire ?
Alors comme souvent malheureusement en histoire, on est obligé de recourir à des étapes intermédiaires pour essayer de remonter le fil et essayer de démêler le vrai du faux. Et donc pour essayer de trouver la vérité dans des affaires aussi sordides, eh bien, on dispose de sources notamment dans des registres du Parlement. Le Parlement était au Moyen-Âge une cour de justice et donc on a des informations sur la fin des procédures. C'est ce qui équivaudrait aux cours d'appel, aux cours de cassation donc de nos jours. Pour le XVe siècle, on a très peu d'éléments. En dehors de la région parisienne, en dehors des grandes villes, puisque donc les justices seigneuriales n'ont pas laissé de traces, ou très peu de traces, qui permettent d'identifier, d'étudier donc ces phénomènes. Donc malheureusement, on a très peu d'éléments pour essayer de démêler le vrai du faux. On connaît plutôt bien les grandes affaires judiciaires qui ont impliqué des personnages haut placés dans la société médiévale. On peut penser à Jean sans peur ou à Gilles de Rais, par exemple. Mais concernant les affaires de la vie quotidienne et les faits divers, disons un peu lambda, que nous reste-t-il comme source, justement, pour faire l'état de la criminalité civile au Moyen-Âge? Alors pour l'état de la criminalité civile, on a par exemple pour Claude Gauvard, qui est la spécialiste des questions de justice au Moyen-Âge, je me disais les registres du Parlement. Au XVe siècle, on a un seul Parlement, le Parlement de Paris. Donc on n'a que des informations sur l'Île-de-France, sur la région parisienne, même si en théorie, le Parlement de Paris pouvait recevoir des appels de toute la France, de tout le royaume, ce qui est très rare pour le XVe siècle. Et donc Claude Gauvard s'est centré spécifiquement sur la capitale, sur Paris, où effectivement la criminalité, comme aujourd'hui malheureusement, est plutôt le fait des villes plutôt que des campagnes. Clément, vous qui voyez plutôt ça par le prisme du 7e art, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans la représentation qu'on se fait de cette époque? Eh ben, tout simplement, c'est surtout que c'est un œil très différent. Comme on l'a vu dans ce magnifique reportage juste avant, le film de Tim Burton, il a une patte forcément très marquée, il prend ses acteurs fétiches, etc. C'est vraiment un angle de vue qui dénote, ou peut-être qui s'éloigne des faits historiques. On est plus dans des choses, du coup, c'est ça, fictionnées, avec des choix artistiques et créatifs marqués qui dépendent à chaque fois du réalisateur ou des metteurs en scène. Oui, du coup, on peut citer comment Au nom de la rose, dans cette ambiance de mystère au Moyen-Âge, etc., qui peut-être reprend des clichés, mais qui, je pense, sont toujours importants à noter et genre à comprendre la vision qu'on s'en fait aujourd'hui du Moyen-Âge, qui sont peut-être une grande partie qui proviennent en grande partie de ça. J'ai encore plein de questions à vous poser, donc vous restez bien avec nous. Je vous propose d'ailleurs de jouer un peu maintenant. C'est parti pour le jeu de cœur noir. Et pour ce jeu inédit, je vais avoir besoin d'un accessoire très particulier, un grimoire, mais pas n'importe lequel, le grimoire de la vérité. C'est notre grimoire qui détient les bonnes réponses. Vous avez avec vous un buzzer. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de connaissances, mais aussi de rapidité. Je vais vous poser une question, 3 possibilités de réponse à chaque fois en rapport avec la culture et le thème d'aujourd'hui, le Moyen-Âge. Êtes-vous prêts pour la première question, messieurs? Oui. Alors on y va, vous pouvez jouer vous aussi à la maison. Écoutez bien la première question. Comment était puni le meurtre durant le Moyen-Âge? Est-ce que c'était par la pendaison, par le bûcher ou par le duel? Brice a été le plus rapide. La pendaison. La pendaison, c'est une bonne réponse. On a envie d'applaudir, mais c'est un peu glauque, donc on va pas le faire. La pendaison était la plus fréquente, mais contrairement à ce que l'on pense, l'exécution publique que l'on associe souvent à l'époque médiévale était finalement assez exceptionnelle. Tout à fait. Vous confirmez? Tout à fait, puisque c'est plutôt au XVIIe siècle qu'on a davantage tué en place publique plutôt qu'au Moyen-Âge. On a bien travaillé. Prochaine question. Quel est l'acte le plus grave au Moyen-Âge? Le meurtre, le vol ou le blasphème? Clément? Le blasphème, je pense. C'est une bonne réponse. Le blasphème était tout simplement considéré comme une insulte envers Dieu et les institutions ecclésiastiques très puissantes tout au long du Moyen-Âge. Vous l'avez laissé prendre le point, là, Brice? Non, c'est vrai que j'ai pas été assez rapide. C'est fair C'est play, gentil de votre j'adore. part. Prochaine question. Duquel de ces membres de la royauté l'empalement était la technique de torture préférée? Vlad III, Ivan IV ou Charles VII?
Vlad 3, oui. Vlad 3. C'est une bonne réponse. Il était surnommé d'ailleurs l'empaleur pour Oui, son l'empaleur. amour pour cette technique de torture. Bravo Brice, vous gagnez ce jeu, le Grimoire de la vérité, avec vos 2 bonnes réponses. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Vous avez gagné le droit de rester avec nous, en tout cas, puisqu'il y a un live musical qui nous attend dans les toutes prochaines minutes, la chronique de Clément qui n'a pas démérité. On vous laisse Bravo. faire une petite pause, en tout cas. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, place maintenant à la musique. Vous les avez aimés la semaine dernière, ils sont de retour ce soir dans Cœur Noir. Kevin Doublé et Rémi Herveau sont avec nous pour quelques notes de jazz et on se retrouve juste après dans Cœur Noir. Everyone knows you, lies awful. Like the season, he comes and he goes. Just as free as a bird and as good as his word. That's why we all love him so. Always leaving a spoon in his coffee. Taxis knocking up under his chin. He's got an old corn cob pipe, so mellow and ripe. You needn't be ashamed of him. Every Friday we go out fishing down by the lake, and he comes by with a story that the wombat got away. I guess we warm up the state. One thing we don't know about the old folks, did he fight for the blue or for the gray? 'Cause he's so democratic and so diplomatic. We always let him have to be this way. Every Friday go out fishing down by Buzzard's Lake. Said he catch a perch or two, but the big whale got away. So I guess we warm up the state. One day there will be no more old folks. What a sad, sad world this is going to be. Little children at play will pose for a day. They're gonna take the old folks away. Amber Glow, prêt dans toutes les situations. De retour dans Cœur Noir, votre magazine consacré aux mystères, aux enquêtes criminelles, mais aussi à la musique. Nous écoutions quelques notes de jazz tout à l'heure. Et je me posais une question, Brice. Vous êtes historien médiéviste. Est-ce qu'il y a de la musique médiévale dans vos playlists à la maison ?
Non, malheureusement, la polyphonie n'y est pas. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer de découvrir, et vous aussi à la maison, un groupe médiéviste, un groupe de musique médiévale, pardon. Ils sont nantais en plus. Ils s'appellent Slava Musica et nos équipes sont parties à leur rencontre. Regardez. Oyez, oyez, le reportage! Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, je fais de la musique depuis un paquet de temps. J'aime bien collectionner des instruments, j'en ai un là, j'en ai 15 000 d'accrochés au mur. J'ai lié mes deux passions en faisant de la musique, notamment pour ce groupe, pour des jeux de rôle grandeur nature. Moi, c'est Chloé, j'ai 27 ans, et je suis passionnée par la musique depuis que je suis au lycée, je pense. Quand j'étais tout petit, mon père écoutait Trian, donc déjà, il y avait un attrait pour les musiques bretonnes. Vraiment pareil, mon père était fan de musique celte. On est devenus amis les uns avec les autres, et après, il y a eu venu le « Hey, venez, on fait un groupe ». C'est ça, on a formé Slava Musica. En ukrainien, ça veut dire « gloire à la musique ». On fait que des reprises, et notamment de un groupe en particulier, donc le groupe Percival. Le but premier, c'était plutôt d'en faire pendant des jeux de rôle grandeur nature. On trouvait que ça marchait bien, puis après on a fait des petits concerts juste comme ça durant l'événement. Puis après, ouais, ça a formé une dynamique, on a fait des répètes. La vision qu'on a du médiéval aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez romancé. Moi, je dirais des chants qui parlent soit de guerre, soit de nourriture, soit de boire. Alors ça, par exemple, c'est un bouzouki irlandais. Comme ça, on pourrait croire que ça fait un peu médiéval. En fait, ça date des années 60. Rien à voir. Chloé, elle est au tambour. Tout ce qui est percussion. Et les instruments de musique, c'est un peu comme les langues. Plus on en apprend, plus c'est facile d'en apprendre de nouvelles. Il y a des sujets médiévaux qui sont très dépassés. Par exemple, il y a des chansons qui parlent de viol ou de ce genre de choses. Et ça, on évite. On essaie de mettre à jour pour que effectivement le médiéval devienne moderne. Et sur cet aspect-là, je trouve que ça, c'est un bon. Ouais. Non, l'amour, c'est mieux. Oui. Un grand merci à Thomas, Chloé et Émile de s'être prêtés au jeu des caméras. Retenez bien leur nom si vous voulez aller les découvrir, pourquoi pas, sur scène à Nantes. Ils s'appellent Slava Musica. Messieurs, je vous propose de revenir à nos affaires criminelles. Et ça tombe bien d'ailleurs, Clément, vous nous avez préparé une petite chronique sur la représentation du crime dans le 7e art. Exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler du true crime. Déjà, qu'est-ce que c'est, tout simplement? C'est un genre cinématographique et littéraire qui adapte et traite des affaires criminelles réelles en les mêlant parfois à de la fiction. Depuis quelques années, ce genre, il est en pleine expansion. Sa popularité, elle s'explique que tout le monde, tous les âges, hommes, femmes, tout ce qu'il y a entre ailleurs, tout le monde s'émerveille devant ces représentations de ces esprits corrompus et malsains, que ce soit de naissance ou par quelconque événement extérieur. Cela dit, aussi passionnant soit-il, ce genre il pose quelques soucis. On observe dans certains cas, après qu'un film ou qu'une série sorte, une fanbase en fait se crée autour d'un criminel et développe une sorte de lien avec ce dernier. Ces œuvres fictionnées brouillent parfois les limites entre assassins et célébrités. Ce genre de sujet, bien qu'important et intéressant, reste très délicat à traiter et certains le font avec énormément de maladresse. Le meilleur exemple, ce serait la série Monstres, qui dans la première saison raconte les meurtres de Jeffrey Dahmer ainsi que tous les événements ayant précédé et suivi. Et même formule avec la saison 2 qui traite des frères Menendez. Les producteurs de la saison 1 n'ont pas contacté les familles des victimes, ce qui est un sujet extrêmement sensible et qui ravive pourtant de grandes douleurs chez ces familles, laissant également de grosses erreurs telles que des anachronismes. Pour la saison 2, c'est Eric Menendez lui-même qui critique la série, la jugeant imparfaite et mensongère. Le true crime, c'est un genre à double tranchant. Il peut être passionnant, mais sa délicatesse en fait un sujet très dur à traiter. Et surtout par rapport à la fascination que le public peut avoir pour justement ces tueurs en série, c'est très répandu, comme vous le disiez. Est-ce que vous y échappez vous-même complètement ou est-ce que, un petit peu comme tout le monde, ça vous arrive d'être complètement fasciné par un criminel? Et si la réponse à cette deuxième question est oui, je veux des noms.
C'est sûr que c'est un peu bizarre d'être fasciné par des tueurs en série comme ça, parce que c'est des histoires absolument horribles qui ont impacté évidemment des gens. Mais d'un autre côté, en étant face à des films... par exemple, disons, un de mes films préférés fait une référence à un tueur en série du nom de Ed Gein, qui fait des œuvres avec des morceaux de corps de ses victimes. Donc des histoires absolument horribles, où on a par exemple des gants faits à partir de peau humaine, ou genre des lampes avec des visages, enfin des choses absolument horribles. Mais il faut bien saluer la créativité. C'est ça. On va saluer la créativité. On va séparer le film du meurtrier. On va essayer de faire ce petit parallèle. Brice, beaucoup de réalisateurs se sont essayés à la représentation du Moyen-Âge. On y voit souvent des vieux murs en pierre, des gens habillés avec des vêtements assez ternes. Est-ce que ces représentations dressent un portrait fidèle à la réalité? Alors pas tout à fait, puisque la couleur existait au Moyen-Âge, même si c'était plutôt des couleurs assez, on va dire, nuancées. Par exemple, des choses un petit peu dans les tons beige, dans les tons marrons. On avait aussi dans le orange qui était représenté. À l'inverse, le vert était décrié au Moyen-Âge. Le jaune aussi était une couleur qui était donc très négative. Donc ces décors sont globalement assez réalistes, compte tenu de ce qu'on appelle le médiévalisme, c'est-à-dire la représentation que nous avons du Moyen-Âge. Et est-ce que selon vous, il y a des affaires criminelles qui mériteraient un film et qui n'en ont toujours pas à votre connaissance? Alors, ça peut être des crimes de l'époque médiévale ou pourquoi pas de nos jours, contemporaines. Alors, on parlait tout à l'heure de Charles VI, je pensais donc au meurtre du frère du roi, Louis d'Orléans, en novembre 1407, en plein cœur de Paris, qui a été donc un crime odieux, hein, puisque donc, le frère du roi est tué à coups d'épée, c'est un vrai massacre, une vraie boucherie, dans la rue Vieille du Temple. Et donc c'est un élément qui pourrait potentiellement alimenter une chronique, potentiellement un film, puisque donc il y aurait tout un univers à recréer. Pour les autres périodes, je pense aussi au XVIIe siècle, on n'est plus au Moyen-Âge, à ce qu'on appelait l'affaire des poisons, avec dans l'empoisonnement donc sous le règne de Louis XIV. Eh bien, amis scénaristes et réalisateurs, si vous voulez des idées de films, contactez Brice Rabot, véritable puits de culture et qui va vous sortir des histoires comme ça à mettre en avant. Et pourquoi pas un César un jour pour vous, Brice. Écoutez, non, peut-être pas. Mais... On a le droit de rêver dans Cœur Noir. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux d'avoir été avec nous. On a abordé quand même une affaire délicate et connue pour celles et ceux qui... Moi, j'avais vu Sweeney Todd de Tim Burton et c'est un film musical d'ailleurs. Je ne savais pas que l'histoire derrière était vraie. Donc, merci à tous les deux pour votre œil, pour votre expertise. Et merci à vous d'avoir suivi ce second volet de Cœur Noir. Nous allons bien sûr nous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux mystères, de nouvelles enquêtes criminelles et de nouveaux avis d'experts. On va se quitter bien évidemment en musique avec Kevin Doublé et Rémi Herveau, avec quelques notes de jazz, histoire d'adoucir les esprits et vous aider à passer une douce nuit. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir choisi Cœur Noir pour vous accompagner en ce mercredi soir. Ciao. No tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your smile, our memories I'll treasure forever. So try thinking with your heart. We'll be together again. Times when I know you'll be lonesome.
Times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you. Don't let the blues make you bad. Someday, some way, we both have a lifetime before us. So parting is not goodbye. We'll be together again. Times when I know you be lonesome. Times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you.